Bonjour, Université d'été du MEDEF, 20 ans. Le monde dans 20 ans, l'entreprise dans 20 ans, la France dans 20 ans. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Jean Stone, dont c'est la vie, le métier et dont les nombreux écrits démontrent cette démarche. Jean Stone, quel univers et quel monde demain? Bonjour à tous. Alors, pour répondre à la question de Denis, d'abord, je dirais qu'en arrivant ici, là, juste il y a 1 minute, je suis tombé sur ça, vous voyez, un numéro spécial de la Tribune, la fin du monde tel que nous l'avons connu. Et je me suis dit, enfin, on commence à comprendre. On commence à comprendre que nous sommes en train de changer de civilisation. Donc le monde dans 20 ans sera un monde totalement différent du monde d'il y a 20 ans et nous avons déjà toutes les preuves. C'est pas comme le passage, vous savez, du monde basé sur les machines à vapeur au monde basé sur les machines à essence ou des moteurs à essence aux moteurs à explosion des avions. Ça, c'est des cycles à l'intérieur d'une civilisation. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de changer de civilisation? Parce qu'il y a 5 grandes révolutions, et nous allons toutes les présenter en 20 minutes, 5 grandes révolutions qui nous tombent dessus en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 300 ou 400 ans. La dernière fois, c'était le passage du monde agraire, du monde agricole au monde industriel. Et c'était un changement global, total, dans toutes les façons de se comporter, de vivre. Pensez aux gens qui n'avaient jamais vu de train, qui n'avaient jamais vu d'électricité, qui n'avaient jamais vu de machines à vapeur et qui vont découvrir tout ça. Eh bien, nous, c'est pareil. Pourquoi? Alors d'abord, il y a autour de nous la révolution la moins comprise, et je vais commencer par elle, c'est une révolution conceptuelle. Conceptuelle, ça veut dire que nous sommes dans un monde beaucoup plus complexe, où les outils pour comprendre ce monde ne sont plus du tout les mêmes que ceux de hier. Pour bien comprendre cela, il faudrait imaginer que vous avez un pendule. Vous savez, un pendule suspendu au plafond, comme ça, et vous avez 2 pendules. Et ces 2 pendules vont être lancés l'un contre l'autre. Ils se tapent, et c'est tranquille, il n'y a pas de problème, c'est prédictible. Prenez un 3e pendule, mais dans le sens opposé. Vous voyez, il y a 2 pendules qui sont tous les 2 en train de se taper l'un l'autre dans ce sens-là. Puis il y a un 3e pendule qui arrive comme ça, qui tape dans les 2 autres. Au bout d'un certain temps, c'est imprédictible. Imprédictible. C'est ce qu'on appelle le problème des 3 corps de Poincaré, c'est l'ancêtre de la théorie du chaos. Bon, peu importe. Maintenant, prenez une pièce où il y a 1000 pendules suspendus au plafond, et vous les lancez tous les uns contre les autres. Et ça va faire une salade de pendules absolument abominable, et évidemment, vous ne pourrez plus rien prédire du tout. Eh bien, c'est ça notre monde actuel. J'ai eu la chance d'être l'élève du prix Nobel Ilya Prigogine, l'un des fondateurs des théories du chaos et de la complexité. Et ce qu'il m'expliquait il y a 20 ans, il me disait, Jean, ce que les gens ne comprennent pas, les dirigeants de notre planète ne comprennent pas, c'est que plus il y a d'interactions entre les gens, plus le monde est complexe, plus il est sensible à des effets papillons, à des petites choses, voyez-vous. C'est ça l'idée des 1000 pendules. Regardez, un pauvre type se suicide par le feu dans une ville totalement inconnue de Tunisie, eh bien, 1 an après, il n'y a plus Moubarak au pouvoir, il n'y a plus Ben Ali au pouvoir, il n'y a plus Kadhafi au pouvoir, il n'y a plus Saleh au pouvoir au Yémen, et il y a le bazar depuis en Syrie, voyez, pour un pauvre marchand de légumes qui s'est suicidé par le feu. Ça, c'est l'effet papillon. Eh bien, notre société, plus il y a d'interactions, chaque fois que vous envoyez un email, c'est une interaction. Chaque fois que vous regardez BFM TV, c'est une interaction. Chaque fois que vous postez un truc sur Facebook, c'est une interaction. Eh bien voilà, plus il y a d'interactions, me disait Prigogine, plus on est dans un nouveau monde. Un monde justement qui est beaucoup plus volatile, qui est beaucoup plus complexe, qu'on appelle le monde VUCA, vous savez, volatilité, U c'est pour uncertain en anglais, donc en français on dirait VICA. Volatilité, incertain, complexité et ambiguïté. Ambiguïté parce que nos amis de hier sont nos ennemis. Regardez ce qui se passe. Il y avait Trump à la une du numéro de la Tribune, je vous ai montré. Nos amis de hier peuvent être nos ennemis de demain, et réciproquement, tout change, vous voyez. Donc ce monde-là nécessite des qualités, nécessite des comportements, nécessite des savoir-être complètement différents du monde classique qui était... Certes, il y avait déjà des choses chaotiques, mais il était relativement prédictible. Quelqu'un comme Nassim Taleb, dans son ouvrage qui s'appelle Le signe noir, la puissance de l'imprédictible, il explique ça très bien. Il dit on est passé du médiocristan, un monde où aujourd'hui est à peu près comme hier et hier à peu près comme demain, à l'extrémistan. L'extrémistan, c'est ce monde à 1000 pendules avec des effets papillons dans tous les sens, où il faut des qualités différentes, et on va y revenir. Donc ça, c'est la première révolution. On n'est plus dans le même monde à cause de la complexité des interactions qui engendre une volatilité incroyable.
D'accord? La deuxième révolution, elle est technologique. Ça, tout le monde la voit aujourd'hui. Hein. C'est exactement comme la révolution industrielle. Sauf que c'est une révolution post-industrielle qui est basée sur toute une série de la valeur des données, par exemple, le big data. Mais il y a aussi des choses industrielles, bien sûr, qui se développent. Mais tenez-vous bien, cette révolution-là, elle va rendre obsolète le capitalisme classique. Le capitalisme classique, c'est quoi? C'est l'outil de production. Revenez à Karl Marx. Hein. L'outil de production qu'ont les capitalistes, hein, c'est ça qui fait la richesse. Vous êtes Monsieur Ford, vous avez l'outil de production et vous devenez multimilliardaire parce que 80% de la valeur d'une voiture, elle est pour vous, Monsieur Ford. Aujourd'hui, prenez votre smartphone, prenez-le et regardez-le. Ça peut être un Apple, ça peut être un Huawei, ça peut être un LG, un Samsung, peu importe. Il est fait par une seule boîte au monde. Elle s'appelle Foxconn. Eh bien, cette boîte, elle a 1 500 000 salariés. Vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est la plus grosse boîte privée de la planète. Eh bien, c'est 1 500 000 salariés, les pauvres, si j'ose dire. Les pauvres de chez Foxconn, ils ne sont pas à plaindre, bien sûr, mais le pauvre patron de Foxconn, il a 20% de la valeur du smartphone. Elles sont où, les 80%? Ils sont partis où? Ils sont partis chez le designer du produit, des gens comme Apple ou Samsung, qui font un super design pour le produit, et chez les gens qui font les puces. Les puces, c'est rien, c'est du sable, le silicium. Bon, il y a quelques métaux rares dans votre smartphone, mais c'est du sable, essentiellement, du silicium, mais du sable organisé de façon incroyablement géniale par des mecs super puissants intellectuellement. Donc vous voyez, la valeur, elle est plus dans la possession de la chaîne de montage. Vous avez la chaîne de montage, vous avez 20%. Avant, vous aviez 80%. Vous voyez la différence? Bon, elle est dans l'intelligence. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les êtres humains. Elle est dans l'intelligence, dans la conception, dans le savoir-faire de faire un truc qui soit vraiment design friendly, etc. Donc vous voyez, révolution technologique qui est accompagnée d'une révolution économique, c'est-à-dire que la valeur n'est plus là où elle était avant. Vous pouvez avoir effectivement toute la chaîne de production et 1,5 million de salariés, vous pouvez faire tous les smartphones de la planète, et ça vous rend infiniment moins riche que Apple ou que les boîtes comme Intel ou Samsung qui contrôlent l'intelligence du produit et donc sa valeur. Et vous avez une autre révolution également qui est une révolution écologique environnementale. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Regardez, la nature n'a pas de poubelle. Ça paraît con de dire ça, mais c'est vrai. La nature n'a pas de poubelle. Quand un éléphant meurt, tout est récupéré. Il y a les chacals qui viennent, il y a les vautours, il y a les fourmis, il y a les bactéries. OK? Eh bien, demain, je vais vous dire quand on verra le monde nouveau. Je ne donne jamais de date. En prospective, en monde complexe, on ne peut jamais donner de date, mais je peux vous donner un signe. Le monde nouveau, vous saurez qu'il est là quand dans Paris, il n'y aura plus des boueurs. Et ce n'est pas parce qu'ils seront en grève. Non, non. Il n'y aura plus des boueurs. Pourquoi? Parce que plus personne ne jettera rien. Plus personne ne jettera rien. Vous allez me dire, mais Jean Stone, là, il est vraiment utopiste. Il a fumé la moquette. Non, 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 non. Depuis l'année dernière, la Corée du Sud est importatrice nette de mégots de cigarettes. Ce n'est pas une blague. Ils vont dans le monde entier, ils amènent les mégots de cigarettes par conteneur en Corée du Sud. Pourquoi? Ils ont un brevet qui transforme la fibre de mégots de cigarettes en un composant de batterie qui peut se vendre au prix de l'or. Donc si on peut faire un truc qui se vend au prix de l'or avec des mégots de cigarettes, vous voyez bien que demain, absolument tout sera recyclé. Et comme tous les déchets seront une ressource, plus personne ne jettera rien. Vous ne jetez pas votre argent par la fenêtre, évidemment. Hein. Donc voilà pourquoi, dans le monde de demain, ce sera un monde entièrement circulaire. Et c'est d'ailleurs le seul monde qui est vivable. Regardez par exemple quelqu'un comme Gunther Pauli, un de mes héros et dont je suis modestement le disciple. Gunther Pauli, son dernier livre, c'est Soyons aussi intelligents que la nature. Et ça vous montre la réconciliation entre l'entreprise et l'environnement. Je parle le lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Eh bien justement, c'est ça le problème, c'est que l'écologie classique, elle est contre, elle veut s'opposer, alors qu'il y a un moyen de faire vous voyez, d'être inclusif, mais il faut changer le modèle. On peut faire de l'économie et on peut faire la protection de l'environnement. On peut même faire mieux. On peut faire le développement économique et régénérer l'environnement. Gunther Pauli et ses équipes savent le faire. Malheureusement, en France, c'est encore très très peu répandu. On est encore dans des affrontements stériles du genre, effectivement, entreprise contre écologie, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie écologie de demain? C'est une entreprise comme un de mes héros qui s'appelle William McDonough, qui fait une grosse usine Ford, qui dépollue l'air et l'eau en fonctionnant. Plus cette usine fonctionne, plus l'air de la ville sera propre, parce qu'elle aspire l'air de la ville pour le filtrer à travers le plus grand toit vert du monde. Plus cette usine fonctionne, plus l'eau de la rivière sera propre, parce qu'elle prend l'eau de la rivière, elle l'utilise pour l'usine, elle la dépollue dans le fameux toit vert par phytorestauration. Vous savez, chaque type de plante enlève un polluant, et au bout de 3 jours, elle est rejetée plus propre dans la rivière qu'elle n'était au départ dans la rivière. Vous vous rendez compte ? Donc voilà, ça, demain, Madame Anne Hidalgo ne pourra plus faire ses journées sans voiture dans Paris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aura des voitures qui ne seront pas seulement des voitures électriques. Non, 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 non. C'est des voitures qui dépollueront l'air de la ville en roulant. Mais ouais.
C'est-à-dire que plus il y aura de voitures, moins la ville sera polluée. Donc on ne pourra plus faire la journée sans voiture. On aura vraiment besoin des voitures pour dépolluer la ville. Vous arrêtez les voitures, la ville sera polluée, vous comprenez? Donc voilà, ça c'est vraiment la révolution qui va arriver d'ici 20 ans. Et je suis très tranquille. Soit ça arrive, soit on est mort. Donc c'est très simple, ça arrivera. Parce que l'être humain est intelligent. Vous savez qu'en 1900, on avait prédit qu'en 1920, Paris serait totalement invivable, à cause de la quantité de crottes de cheval qu'on aurait dans les rues. On avait fait la projection toute bête, un nombre de crottes de cheval en 1900, croissance du trafic dans Paris égale, voilà, terminé. Il n'y a plus de possibilité de vivre à Paris. Et on a inventé l'automobile. Aujourd'hui, on dit ouais, l'automobile ça pollue. Dans 20 ans, on aura des automobiles qui vont dépolluer. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est une révolution très importante, celle qu'on appelle l'économie circulaire. Ça a beaucoup de noms, Cradle to Cradle ou d'autres. Mais face à ces révolutions-là dont je viens de vous parler, ces révolutions écologiques, ces révolutions technologiques et économiques, ces révolutions conceptuelles, eh bien, il faut une révolution managériale. On ne peut pas manager, évidemment, de façon classique dans un monde complexe. Et voilà pourquoi on doit passer à des modèles qui sont des modèles beaucoup moins pyramidaux, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, mais c'est quelque chose que j'ai étudié. Moi, j'appelais ça à l'époque le développement de l'intelligence collective. J'ai étudié ça avec des gens comme Bertrand Martin à News User Diesel, avec Jean-François Aubry chez Favi, 20 ans avant que ça s'appelle entreprise libérée. Donc ces modèles-là qui ont déjà plus d'une vingtaine d'années, qui ont fait leurs preuves, eh bien c'est l'idée que le chef d'entreprise, au lieu d'être, si vous voulez, le manager tout puissant, genre Superman, le gars qui vole, vous savez, comme Superman pour éteindre les incendies en permanence, eh bien le manager devient un chef d'orchestre. Il devient un chef d'orchestre qui met en musique, vous voyez, la créativité de ses salariés. C'est très important dans ce modèle parce que le chef d'orchestre, il fait pas de bruit, il fait pas de musique. Pourtant, s'il n'y a pas de chef d'orchestre, c'est la cacophonie, vous comprenez? Eh bien, c'est ça, en gros, pour faire simple, le rôle du chef d'entreprise de demain, c'est-à-dire qu'il va passer du modèle Superman au modèle chef d'orchestre. Alors, ça nécessite, c'est pas facile, parce que prendre des décisions, parfois c'est dur, licencier quelqu'un, c'est dur, changer de branche, c'est dur, mais prendre des décisions, finalement, c'est relativement facile par rapport à l'idée de développer la créativité, de développer les capacités des autres, parce que pour ça, il faut de l'écoute, il faut de l'empathie. Donc, ce nouveau rôle de chef d'entreprise, il n'est pas facile, mais il est crucial. Et enfin, la dernière révolution, c'est une révolution sociétale. Avant moi, Jean-Philippe Carr en parlait là très bien avant moi. Les jeunes aujourd'hui, Jean-Philippe Carr parlait d'entreprise archipel. C'est la génération Z. Les jeunes aujourd'hui, ils sont totalement différents. Ils sont dans une optique dans laquelle effectivement, ils ont des passions, ils ont plein de passions dans leur vie. Si l'entreprise arrive à répondre à leurs passions, ça va être fantastique. Mais sinon, leur vraie vie, elle sera en dehors de l'entreprise et les talents seront gâchés. Donc, il faut arriver à répondre à ce désir de sens, qui est un désir très très important dans l'entreprise aujourd'hui pour les nouvelles générations. Parce qu'on sait de plus en plus, techniquement comment faire les choses. Mais dans notre monde, on sait de moins en moins pourquoi faire ces choses-là, voyez-vous. Et donc c'est ça, il faut savoir donner du sens pour cela. Ensuite, eh bien, la consommation est en train de changer aussi. Aujourd'hui, avant, à mon âge, à 18 ans, on passait le permis. Son rêve, c'est d'avoir une voiture. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils s'arrachent les cheveux. Les jeunes, ils passent même plus le permis. En ville, les jeunes que je connais, il n'y a pas un seul qui a une voiture dans Paris. Alors évidemment, si vous vivez à la campagne à 20 km du premier magasin, vous avez besoin d'une voiture. Mais à Paris, non. Dans les grandes villes, non. Vous voyez, on est dans les valeurs d'usage. Vous voulez vous déplacer, vous prenez Vélib tant que ça marchait, vous prenez Autolib tant que ça existait. Ça, c'est des mauvais exemples, mais ça va se développer de plus en plus. C'est pas parce qu'Anne Hidalgo a planté ça que ça ne va pas se développer. C'est l'économie de la fonctionnalité, l'économie de l'usage. Et de plus en plus, on va être moins dans la possession que dans l'utilisation. Donc, pour terminer, vous voyez toutes ces révolutions qui sont en train de changer le paysage dans lequel évolue l'entreprise. Et pour répondre toujours à cette question de Denis, mais dans 20 ans, on est où? Eh bien, évidemment, je vous l'ai dit en prospective, il faut être humble. Il y a plein de choses, on ne sait pas. Mais il y a des grandes tendances, et là, on sait. Je sais que tout ce que je viens de dire, eh bien, d'ici 20 ans, ça va se développer, et l'entreprise doit s'y adapter. Le monde sera encore plus complexe et volatile. Il y aura évidemment un rôle encore plus important pour la technologie, les matériels, le big data. Il y aura évidemment, là aussi, encore plus de place pour la valeur et la créativité de l'être humain, et c'est une bonne nouvelle. Et ce monde sera forcément un monde qui sera là aussi de plus en plus dans la recyclabilité, l'économie circulaire. Et c'est un monde où il y aura nécessité d'avoir un autre type de management pour un autre type de salariés. Alors maintenant,
puisqu'on est sur ces grandes révolutions, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je pense que ce qui est très très important, c'est de passer d'un modèle en silo. Vous savez, on fait ça et on fait ça toute sa vie. On est diplômé de Polytechnique ou d'école normale sup et toute sa vie on fait un truc. Bon. Et c'est pareil pour les entreprises. Une grande boîte, elle dit, je fais des cosmétiques, je ferai des cosmétiques pour 1000 ans ou pour 100 ans. Et c'est idiot. Dans le monde de demain, il faut changer tout le temps. Vous pouvez être un leader mondial dans un secteur et changer complètement. Regardez la SNCF, une boîte souvent critiquée. Et ben maintenant, ils ont des bus et ils ont racheté une boîte de concurrents de Blablacar. Donc si demain les gens prennent plus le train, ils peuvent prendre des bus et du covoiturage. Ils sont quand même dessus. Oui. C'est ça l'idée. Il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. Il faut être agile. Il faut être capable à remettre en cause ses certitudes. Et il faut être toujours à l'écoute des idées, y compris les idées qui ne sont pas les vôtres. Et il faut être toujours dans un mode d'apprentissage tout au long de la vie, et c'est comme ça que vous pourrez surfer sur ce monde de demain.